Lorsqu'un parent punit un enfant, quelle que soit la gravité de la faute, il ne lui coupe pas entièrement les vivres. Il ne lui ferme pas les portes de la maison et le met dans la rue à la merci de tous les prédateurs. Et cela, quelle que soit la gravité de la faute. Lorsque l'on regarde ces images des Maliens qui descendent en masse dans les rues pour dénoncer la décision de la CEDEAO, on ne peut pas penser que la junte au pouvoir soit si isolée et coupée de son peuple qu'on le prétend. Devant une telle démonstration de force, les dirigeants de la sous-région doivent s'interroger de savoir s'ils ont eu raison d'avoir la main aussi lourde vis-à-vis du Mali. Le Mali torturé, le Mali malmené, le Mali sous pression, le Mali meurtri, le Mali envahi par des hordes de barbares qui tuent sans discernement femmes et enfants. Les dirigeants de la CEDEAO ont-ils raison d'en rajouter, de rajouter du drame au drame? Fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional, suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité, coupure des aides financières et gel des avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Disposition juridique illégale du reste. En cas de manquement d'un pays membre, il n'y a que 3 sanctions qu'on peut prendre à l'endroit de ce pays. La première sanction, c'est la suspension de ce pays aux instances de la CEDEAO. La deuxième sanction, c'est la non-tenue de toute réunion concernant la CEDEAO sur le territoire de ce pays. La troisième sanction, c'est, comment dirais-je, absence de soutien à la candidature de ce pays s'il veut se faire élire dans des instances internationales. Voilà les 3 sanctions. Mais quand on vient, par exemple, on dit fermeture de frontières, ça n'existe pas dans le protocole de la démocratie de bonne gouvernance, la CEDEAO. Quand on dit suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, ça n'existe pas dans le protocole de bonne gouvernance et de la démocratie. Quand on dit gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, ça n'existe pas. Et pire, il y a même l'article 4 du principe de fonctionnement de la Banque centrale qui interdit à tout État, ou chef d'État ou de gouvernement, ou même de ces organisations UEMOA CEDEAO, de donner des injonctions à n'importe quelle banque centrale. Donc, vous voyez comment la CEDEAO est dans le décor. Et quatrièmement, la suspension du Mali de toutes les aides financières des institutions financières de la CEDEAO. Là. Vous voyez les 3 éléments que j'ai cités, il n'y en a pas ça aussi. Et le 5e élément, l'activation de la force en attente de la CEDEAO. Mais c'est très grave. Cette force en attente de la CEDEAO qu'on veut activer là, quand vous prenez le cas du Burkina, je viens de dire que depuis le début de la crise là, nous avons 2500 morts. Cette force de la CEDEAO activée là, elle est où? Nous avons 1 500 000 775 déplacés internes. Cette force CEDEAO là, elle est où? Mais voilà pourquoi je dis aussi, quand les gens prennent les postes de responsabilité, il faut les former. C'est même une insulte à la mémoire de nos dévanciers devant l'histoire. Toutes ces dispositions contraignantes reviennent en fait à priver le gouvernement malien de son accès à ses comptes auprès du système bancaire malien, à savoir les banques commerciales et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui émet le franc CFA. En réalité, il s'agit d'asphyxier financièrement le gouvernement malien puisqu'il ne peut plus payer les salaires, les dettes dues aux fournisseurs, les bourses d'étudiants, les missions de services publics et bien d'autres obligations. Ces images de Maliens dans les rues doivent peut-être leur faire comprendre qu'ils se sont trompés. Pour pouvoir obtenir une telle mobilisation, il faut l'adhésion du peuple, une forte adhésion. Je ne parle pas d'unanimité, parce que même le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. Mais le régime militaire, dans le contexte actuel, semble soutenu dans son désir de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur de meilleures bases. Peut-être que le peuple est d'accord avec le choix du gouvernement. Auquel cas, la CEDEAO doit revoir sa copie. Difficile pour un de ces dirigeants qui ont pris la décision de sanctionner le Mali de mobiliser autant de monde autour d'un projet dans leur propre pays, ça c'est certain. C'est vrai qu'il est important d'envoyer un message fort aux soldats, aux militaires, aux armées pour qu'elles ne reprennent pas l'habitude d'arracher le pouvoir par la baïonnette, de renverser des régimes élus démocratiquement par la force sur un coup de tête. Ce n'est pas à encourager. Le retour des régimes militaires n'est pas envisageable. C'est dans cet esprit que les dirigeants de la CEDEAO ont choisi de sanctionner durement la junte malienne. Il était important d'envoyer ce message. Les militaires doivent comprendre que ça ne peut pas devenir la règle. Seulement voilà, il est important que ceux qui sont élus, les politiques, qui une fois aux affaires oublient les obligations prises vis-à-vis du peuple et s'accaparent tous les pouvoirs en mettant au pas toutes les institutions, comprennent qu'il existe toujours un ultime contre-pouvoir. Ils doivent comprendre qu'il est dans leur intérêt de mettre en place
des institutions fortes et libres capables de jouer leur rôle de contre-pouvoir ou de régulateur. Sinon, ils vont terminer leur mandat enfermés dans une caserne à la merci des soldats. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est ce qui arrive très souvent lorsqu'on oublie l'intérêt du plus grand nombre. Si les militaires se sentent encore confortables pour renverser des régimes élus, c'est d'abord du fait des politiques. Ils sont en partie responsables de cet état des choses. Autre raison de cette décision particulièrement sévère de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, la proposition à proprement parler des autorités maliennes qui était quand même un peu osée, il faut le reconnaître. 5 ans. C'est clair que ça fait beaucoup quand même. C'est clairement un mandat. Une option qui, si elle était acceptée, serait encore un signal aux militaires qui, désormais, pourraient purement et simplement exiger à chaque putsch une transition de 5 ans. Une prime au coup d'État militaire, en somme. Une proposition jugée insultante par les dirigeants de la CEDEAO. Mais si ce délai est, il faut le reconnaître, particulièrement long, irréaliste, il peut néanmoins faire l'objet d'une négociation moins tranchée. C'était une proposition qui devait faire l'objet de négociations. C'est pourquoi il devient urgent pour les autorités maliennes de proposer une transition plus courte, plus raisonnable, afin de faciliter les pourparlers et éviter dans le même temps de ridiculiser les dirigeants de la CEDEAO qui ont pris une décision de sanction financière qui ne figure pas, à proprement parler, dans les textes de la CEDEAO. Une décision entachée, il faut le mentionner, de quelques irrégularités juridiques. Le message, il est assez clair. Nous voulons poursuivre la lutte contre le terrorisme parce que ce qui se passe au Sahel, l'insécurité qui prévaut au Sahel en ce moment, c'est aussi une insécurité pour nous tous les Européens. C'est clair. Il ne s'agit pas d'aide. Il est d'abord question de se protéger soi-même. Les chefs d'État de la CEDEAO doivent eux aussi s'en souvenir. Ils doivent être conscients, je l'espère, que si le Mali s'embrase, s'il tombe dans des mains indélicates, dans le giron des djihadistes de tout poil financés par certaines monarchies du Golfe, elles ne seront pas épargnées. La menace est globale et le moment n'est pas aux errements. Il faut retourner à la table des négociations et chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Surtout que les appétits des grandes puissances sont très aiguisés et que la pression qu'elles exercent sur les autorités maliennes pour conserver leur influence sur le territoire est déjà assez difficile à gérer. Il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, eh bien, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO, d'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner. Ces propos où la ministre française des Armées parlait déjà des sanctions de la CEDEAO sur le Mali tenues en marge du sommet de Dakar sur la sécurité, c'est-à-dire quelques semaines avant le sommet de la CEDEAO d'Accra, où vont justement être prises ces mesures particulièrement lourdes contre le Mali, sont ceux qui confortent la plupart des Africains dans l'idée que ces sanctions ont été prises sous la forte pression de Paris et que la question russe, la présence de Wagner, n'y est pas étrangère. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour prévenir les menaces contre l'État et l'intégrité territoriale du Mali. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Ça aussi, c'est une leçon d'histoire qu'il faut rappeler aux partenaires. Encore une guerre d'influence entre les Français qui pèsent de tout leur poids pour empêcher les Russes de s'installer à table et les Turcs qui manifestent eux aussi leur désir de jouer un rôle dans ce cadre stratégique. L'Afrique doit comprendre qu'elle doit rester unie, soudée face à cette nouvelle conquête, face à ce néocolonialisme qui amène certains à vouloir imposer leur option, même si elle ne marche pas. Après avoir discuté avec certains dirigeants qui étaient à Accra, au Ghana, au moment où a été prise cette décision des sanctions, et qui me font comprendre que la question russe n'a pas influencé leur décision, il apparaît aussi clair que le message le plus fort, le plus déterminant, était d'éviter la contagion et de couper l'herbe sous les pieds des officiers qui seraient inspirés par le modèle malien.
notamment au Burkina Faso, où le président Roch-Marc Christian Kaboré est en équilibre instable, puisque l'armée burkinabé, face à la multiplication des attaques, face au manque de résultats dans la guerre contre le terrorisme, semble de plus en plus tentée par le modèle malien et guinéen. Elle manifestait de plus en plus de velléités de sédition. Pour preuve, cette nuit du 22 au 23 janvier 2022, des tirs sporadiques ont encore été entendus. Le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas été directement inquiété, contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps, mais ceci procède d'un climat délétère. Certains n'hésitaient pas à parler de l'exemple malien où depuis quelque temps, les attaques ont considérablement diminué et où les résultats contre les mouvements terroristes semblent meilleurs. Je ne dis pas que ce soit le succès, mais les choses semblent avoir considérablement changé, il faut le reconnaître. Les Guinéens sont descendus massivement dans la rue en septembre dernier pour saluer l'arrivée des militaires. Ils continuent de bénéficier d'un soutien populaire. Tout ceci pose avec acuité la question même du principe démocratique dans nos États. Le principe démocratique qui a été confisqué par un certain nombre de politiques et auquel les jeunes croient de moins en moins. Le principe démocratique qui est devenu comme une religion. Il faut à tout prix aller aux élections. Et quand on regarde ces élections, elles n'apportent pas la stabilité pour autant, elles n'apportent pas la paix pour autant, elles n'apportent pas le développement qui doit être la priorité pour vous jeunes. On a le droit de s'interroger quand même, la vérité est têtue. Ces militaires au pouvoir à Bamako, que proposent-ils en réalité? De remettre les choses à plat, d'en finir avec le fétichisme des élections à tout prix et n'importe comment. Lorsque l'on regarde l'histoire récente du Mali, où deux présidents, pourtant bien élus, ont été renversés avec l'appui de la rue et de certains lobbies, on se demande s'il faut continuer ainsi, s'il faut s'obstiner et recommencer comme s'il ne s'était rien passé et organiser des élections tous les 1 ou 2 ans au gré des renversements des régimes. Peut-être faut-il d'abord prendre le temps de solder le passif. Peut-être faut-il tout remettre à plat avant d'envisager un nouveau cycle démocratique. C'est peut-être en cela que les assises nationales maliennes avaient un sens, à condition qu'elles soient inclusives. Mais il faut reconnaître que 5 ans, ça fait beaucoup. 5 ans, c'est un mandat. Et donner le signal de 5 ans à des militaires, c'est leur dire, vous prenez les armes, vous pouvez rester 5 ans. Alors, puisque la CEDEAO dit ne pas être sous pression des Européens, notamment de la France, et que la question de la présence russe ne lui a même pas effleuré l'esprit, puisqu'elle affirme avoir pris en conscience sa décision de sanctionner, peut-être que le moment est venu de s'asseoir à nouveau avec la junte pour envisager une période plus courte, plus raisonnable, plus réaliste. Tout dépendra des propositions concrètes. Le linge sale se lave en famille. La CEDEAO doit faire son autocritique. Elle doit éviter de se ridiculiser en outrepassant ses prérogatives comme elle l'a fait en adoptant de telles sanctions. Si la CEDEAO, qui sur ce coup a perdu le soutien du peuple, doit revoir sa copie, c'est certain, il faudrait dans le même temps que le régime militaire accepte de faire rentrer les civils dans ce processus. Ça ne saurait être la transition des seuls militaires. La solution à la crise malienne doit d'abord être malienne et africaine en plus. C'est ça la boussole. Tous les autres acteurs ont des agendas et des intérêts qui sont les leurs et ils ne sauraient imposer leurs plans. Ils sont des partenaires. Ils ne sont pas plus soucieux du pays que les Maliens eux-mêmes. Toutefois, je ne résiste pas à la tentation d'inviter la plupart d'entre nous à modifier, à faire évoluer notre perception du militaire. Elle ne peut pas rester celle du gaillard sans cerveau, au QI particulièrement bas, juste bon à obéir aux instructions, à faire le coup de force, juste bon à faire la guerre, la brute épaisse en somme. C'est un peu sommaire comme perception. Ça fait trop cliché lorsque l'on sait qu'ils sortent désormais des mêmes écoles que leurs camarades occidentaux. Ils suivent la même formation. Et ça fait mal à certains intellectuels de le reconnaître, mais les grands changements auxquels on a assisté dans quelques nations africaines sont souvent venus du fait des militaires. Tous dressent une couronne à Jerry Rawlings du Ghana et reconnaissent qu'il est le père de la démocratie ghanéenne. Il était pourtant un militaire putschiste. Thomas Sankara, que l'on célèbre, était également un putschiste militaire. Mathieu Kérékou, qui a permis la transition démocratique au Bénin, était également un militaire. Séné Kounché, dont les Nigériens se souviennent encore avec tendresse pour son engagement et sa détermination, était un militaire putschiste qui est resté aux affaires 13 ans. Beaucoup d'intellectuels et politiques qui célèbrent le modèle rwandais semblent oublier que le président Paul Kagame est un militaire putschiste. Et il est là depuis plus d'une vingtaine d'années. Je sais que certains ont également oublié que le général de Gaulle, que l'on continue de célébrer en France, était aussi un militaire putschiste au pouvoir pendant 14 ans. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies.
Et y ai-je une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Mais dans le même temps, ils sont plus nombreux, les militaires qui ont perdu la tête, qui se sont pris pour Dieu et qui ont fait la vie dure à leur peuple. Comme les civils, me direz-vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux. L'heure est pour la jeunesse africaine à la recherche d'un modèle qui lui permette de promouvoir d'abord le développement. Ne soyez pas obnubilés et enfermés dans des modèles prêts à l'emploi proposés, qui parfois sont en contradiction avec nos réalités, comme nous l'avons été si longtemps. Nous avons été, ma génération et celle de mes aînés, des éponges qui absorbaient tout ce que le colon, le blanc, leur enseignait. Il était presque le Dieu qui détenait le savoir, la vérité, celle qui ne souffre d'aucune discussion. Devant ces certitudes, nous avons adopté toutes ces solutions, sans presque jamais l'adapter à nos réalités. Pour paraître intellectuels, on les appliquait sans état d'âme, souvent avec zèle. À vous jeunes, plus ouverts, plus connectés, de faire le tri et d'oser inventer votre avenir comme le proposait Thomas Sankara. L'avenir vous appartient, à condition de penser à créer votre monde. Sans bien sûr vous laisser submerger par la rancœur et le désir de vengeance, mais avec courage et détermination. Le Mali n'est pas la France, la Belgique ou la Suisse. Il est certes dans un monde globalisé, mais il est mature, a ses traditions, ses réalités, son caractère. À lui de s'inventer son avenir, aux dirigeants africains d'en prendre conscience, de se libérer eux aussi de l'emprise des grands conquérants s'ils ne veulent pas être balayés par cette houle, par cette bourrasque à leur tour. À bon entendeur, salut.